Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à cette 178e conférence d'actualité du GRISOF. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Madame le professeur Sonia Mahalej, que je vais vous présenter dans un instant, mais d'abord, je vais vous dire qu'elle va nous parler des comorbidités respiratoires dans la BPCO, et en particulier le fardeau silencieux de l'apnée du sommeil et de l'hypertension pulmonaire. Alors, pour les pneumologues, je sais que il y en a autour de la table. Ça n'est pas un secret, mais pour les autres, je vais simplement rappeler que la BPCO, c'est-à-dire la bronchopneumopathie chronique obstructive, c'est une maladie inflammatoire des bronches et qu'elle entraîne aussi des complications plus générales. Et dans 60 à 80% des cas, il y a une hypertension pulmonaire ou un syndrome d'apnée obstructive du sommeil ou d'autres comorbidités encore. Voilà, et en l'occurrence, ça concerne, ce fardeau est silencieux parce que on a du mal à identifier les symptômes qui sont intriqués à la BPCO. C'est ce dont Sonia va nous parler dans un instant. Alors, Sonia est professeure de pneumologie à la faculté de médecine de Tunis, chef du service de pneumologie à l'hôpital Abderrahmane, l'hôpital Ariana, président du comité médical de l'hôpital Ariana, secrétaire général de la Société tunisienne des maladies respiratoires et d'allergologie, président du comité scientifique de la Société tunisienne de gériatrie, vice-président de la Société Sommeil. Je m'arrête là, mais j'aurais pu prolonger encore sa liste de fonctions et de titres. Eh bien, Sonia, nous vous écoutons. Merci beaucoup, professeur Etienne, pour cette belle introduction. Bonjour tout le monde. Je suis ravie de participer à ces visioconférences organisées par le GRISOF. Et comme a dit Etienne tout à l'heure, on va parler des comorbidités respiratoires dans la BPCO, le fardeau silencieux de l'apnée de sommeil et de l'hypertension artérielle. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi vraiment ce fardeau silencieux. Je n'ai pas de lien d'intérêt direct avec ma présentation. Alors, comme vous savez, Sonia, juste une chose, moi je n'ai plus de diapositive là. ah bon? Ah, désolée, je vais. Pourquoi? Yves, toi non plus? C'est Non, moi non bizarre. plus, j'en ai plus. Probablement que tu Donc, as ça Ah, départagé. coupe. Tu peux juste reprendre le partage, Sonia. Oui, on refait. Maintenant, non? Vous voyez pas? non. Non. C'est bizarre. Bon, on va refaire. Peut-être on l'a fait tout à l'heure et voilà, on va refaire le partage. Pas de souci. Voilà. OK, je pense que ça s'en vient. C'est bon. Voilà. OK, C'est bon. C'est bon. non, on le On- perd, Sonia. Voilà. Sonia, non, Donc, non, non. non? on le perd. Ah bon, c'est bizarre. Pourquoi? C'est bizarre. C'est partagé pour moi. Donc, feu tout l'écran. Écoute, écoute, est-ce que tu veux? Attends. Je vais faire une autre chose. Et maintenant? Ça s'en Ah, vient. d'accord. C'est Ouais, c'est bon. bon. Là, C'est bon, c'est hein? bon. Voilà, j'ai changé de méthode. Donc, normalement, c'est bon. Essaie de OK. changer de, essaie de C'est bon, changer hein? d'image. C'est Là, bon. c'est Voilà, bon. OK, Oui, c'est oui. bon, Sonia, vas-y. voilà, très bien. Donc, comme j'ai dit, j'ai pas de lien direct avec ma présentation. Alors, pour la bronchopneumopathie chronique obstructive, donc, comme vous le savez, c'est une maladie inflammatoire chronique qui commence au niveau des voies aériennes, mais ses répercussions dépassent bien loin des voies aériennes pour donner des manifestations systémiques. Et c'est pour cela que chez les patients BPCO, la présence de comorbidité est notée dans plus que 96% des cas. Alors, donc, c'est la règle de trouver des comorbidités chez les patients BPCO et ceci et dans la fréquence augmente avec la sévérité de la maladie BPCO, mais également en fonction de l'âge du patient. Et si on regarde ces comorbidités, ce sont surtout les comorbidités respiratoires et cardiovasculaires qui occupent donc les premières positions en termes de fréquence. Et parmi ces comorbidités respiratoires et cardiovasculaires, il y a l'hypertension artérielle pulmonaire et le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Tous les deux occupent une prévalence chacune d'environ 10%. Alors, si on regarde les chiffres de prévalence rapportés dans la littérature concernant l'association de la BPCO avec chacune de ces deux comorbidités, on voit que pour l'association BPCO-SAOS appelée classiquement syndrome de chevauchement ou overlap syndrome,
une prévalence qui va de 9% à 66%. Un intervalle large est expliqué par le fait que les définitions utilisées aussi bien pour la BPCO en termes de rapport VMS capacité vitale et en termes de la définition du SAOS en termes d'index d'apnée-hypopnée est variable d'une étude à une autre, ce qui explique cette disparité dans la prévalence rapportée. Nous avons publié en 2010 un travail sur l'association du SAOS et un ensemble des comorbidités. On a trouvé que l'association asthme, BPCO et SAOS était notée chez 10% des cas. Concernant la prévalence de l'association BPCO et hypertension pulmonaire, on sait que l'hypertension pulmonaire a une prévalence dans la population générale de 1%. Elle s'élève à 10% dans la population gériatrique, mais chez les patients BPCO, cette prévalence est nettement plus élevée et elle dépasse les 80% avec un hazard ratio qui dépasse le 1, ce qui témoigne de la probabilité élevée de cette association, et un autre ratio également dépassant largement le 1, témoignant donc d'un risque majoré de cette association chez les patients BPCO. Alors, comment expliquer cette association? Certes, les mécanismes ne sont pas bien élucidés. Commençons déjà par chercher un lien qui associe la BPCO et le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Alors, il y a des données qui disent qu'il n'y a pas de lien physiopathologique. Et ces données sont basées sur l'absence de corrélation entre l'index d'apnée-hypopnée et l'existence ou non d'une BPCO. Et d'ailleurs, cette hypothèse dit que l'association, elle est plutôt liée, est plutôt fortuite, liée à la fréquence importante de ces deux pathologies dans la population générale. Mais de plus en plus, on a des hypothèses ou des constats qui ont rapporté une relation de causalité entre ces deux pathologies, puisqu'il a été noté des facteurs qui peuvent favoriser cette association alors que d'autres sont plutôt protecteurs. Et parmi les facteurs favorisant l'existence d'un SAOS chez le patient BPCO, ce sont les patients BPCO avec phénotype bronchitique chronique ou qui sont obèses. Ces patients qui ont en fait un risque majoré du fait surtout de la traction trachéale qui est diminuée vers le bas et qui fait que ces patients-là sont plus exposés à faire des apnées puisqu'ils respirent à bas volume pulmonaire. D'autres facteurs prédisposants sont la redistribution des liquides en décubitus dorsal chez des patients BPCO souvent au stade de cœur pulmonaire chronique. Également, les BPCO secondaires au tabagisme, du fait de l'inflammation au niveau des voies aériennes supérieures qui constitue un facteur favorisant le SAOS, et l'effet de certains médicaments couramment utilisés chez les patients BPCO, notamment les corticoïdes, qui favoriseront un apnée de sommeil chez les patients BPCO via l'obésité viscérale induite par les corticoïdes ou la rétention liquidienne, l'effet sur les muscles également des voies aériennes supérieures et une éventuelle alcalose métabolique à l'origine d'une instabilité donc ventilatoire. Alors que d'autres facteurs chez un patient BPCO semblent être protecteurs contre cette association, notamment les patients emphysémateux qui sont très distendus et qui ont plutôt une traction trachéale vers le bas qui est favorisée, ce qui protège contre le risque des apnées au cours du sommeil. Également, les patients BPCO avec un IMC bas, c'est les classiques des BPCO sévères. Également, les patients BPCO qui n'ont pas beaucoup de sommeil paradoxal, puisqu'on sait qu'au cours de cette étape du sommeil, il y a une instabilité ventilatoire qui expose au risque de SAOS. D'autres facteurs peuvent également renforcer cette hypothèse d'un lien physiopathologique entre la BPCO et le SAOS, c'est que ces deux pathologies partagent des facteurs de risque communs, notamment le tabagisme, le sexe masculin, l'âge avancé et l'obésité. Certains symptômes également de la BPCO peuvent être des facteurs favorisant les événements respiratoires au cours du sommeil, puisque les patients BPCO, souvent, ils ont une dyspnée la nuit qui entraîne une fragmentation du sommeil, laquelle va entraîner une instabilité des voies aériennes supérieures, favorisant ainsi les apnées.
De même, l'hypoxémie, l'augmentation du travail ventilatoire au cours du sommeil chez les patients BPCO, qui ont cette hypoventilation alvéolaire au cours du sommeil, vont être donc des facteurs favorisant la survenue des apnées chez les patients atteints de BPCO. Qu'en est-il maintenant d'un possible lien physiopathologique entre la BPCO et l'hypertension pulmonaire? Alors, il faut savoir que le développement déjà d'une hypertension pulmonaire chez le patient BPCO est multifactoriel. Plusieurs mécanismes sont impliqués favorisant le développement de l'hypertension pulmonaire. L'inflammation systémique, le tabagisme, un stress oxydatif, l'hypoxie alvéolaire, l'emphysème, la destruction vasculaire chez les patients BPCO. Tous ces facteurs-là vont entraîner une dysfonction de l'endothélium. Ils vont favoriser la prolifération cellulaire, entraînant la vasoconstriction des artères pulmonaires et le remodelage vasculaire. Le fait que cette BPCO soit associée à un syndrome d'apnée de sommeil, le risque sera majoré puisque ces deux pathologies vont partager des mécanismes physiopathologiques communs favorisant l'hypertension pulmonaire, notamment l'inflammation systémique, le stress oxydatif et l'hypoxie. Quel type d'hypertension pulmonaire pouvant être noté chez les patients BPCO? Vous savez qu'il y a 5 groupes d'hypertension pulmonaire. Le groupe 1 avec l'hypertension artérielle pulmonaire, idiopathique ou familiale ou toxique, ou bien donc atteinte avec d'autres maladies particulières. Le groupe 2 associé aux maladies du cœur gauche. Le groupe 3 associé aux maladies respiratoires. Le groupe 4, le groupe d'hypertension pulmonaire thromboembolie chronique, et le groupe 5 où on trouve soit une étiologie multifactorielle ou bien où la cause vraiment elle est incertaine. Alors chez le patient BPCO, ces 5 groupes d'hypertension pulmonaire peuvent être observés chez le patient, mais majoritairement ce sont les hypertensions pulmonaires du groupe 3 qui sont les plus fréquents. Et ainsi, il y a plusieurs phénotypes cliniques de l'association BPCO et hypertension pulmonaire selon le mécanisme sous-jacent donc de cette hypertension pulmonaire. Et grossièrement, il y a 4 phénotypes cliniques. Donc, il y a des BPCO qui sont plus légers avec une hypertension pulmonaire de type précapillaire, et ceci se voit chez les patients dont l'hypertension appartient soit du groupe 1 ou 3 ou 4 ou 5. D'autres qui ont une BPCO qui peut être soit légère, soit modérée, soit sévère, avec une hypertension pulmonaire post-capillaire dans le cas du groupe 2, 3 ou 5. Et puis, il y a les BPCO qui sont modérés à sévères, avec une hypertension pulmonaire de type précapillaire et qui est proportionnelle à la sévérité de la BPCO. C'est le classique groupe 3 des hypertensions pulmonaires. Et le quatrième phénotype particulier, ce sont des patients, c'est le phénotype appelé pulmonaire vasculaire. Important à connaître parce que c'est des malades qui ont une obstruction bronchique qui n'est pas très importante. Souvent, c'est des BPCO légers à modérés, qui n'ont pas d'hypercapnie ou plutôt une hypercapnie qui est légère, avec bien sûr une atteinte de la membrane alvéolo-capillaire et une mauvaise tolérance à l'effort, et qui contraste avec une hypertension pulmonaire qui est sévère, définie par la résistance des vasculaires pulmonaires supérieure à 5 unités Wood. Donc, c'est des malades qui vont avoir une HTAP importante avec une obstruction bronchique donc minime, et d'où la règle d'ailleurs de penser à ce phénotype si le malade présente une dyspnée disproportionnelle à son degré d'obstruction bronchique. Et d'ailleurs, ce phénotype particulier constitue un facteur pronostic majeur de mortalité de façon indépendante, multipliant le risque de mortalité par 3. Donc, le constat, l'association BPCO avec soit une hypertension pulmonaire, soit un syndrome d'apnée de sommeil, c'est une association dangereuse avec plus de recours aux soins, plus d'hospitalisation et plus de mortalité, et ceci indépendamment de la sévérité de la BPCO. Donc, si on regarde l'association BPCO et syndrome d'apnée de sommeil, le fait que le patient ait une BPCO associée à un syndrome d'apnée de sommeil, ici la courbe rouge, vous voyez, le risque de mortalité est nettement supérieur par rapport aux patients
BPCO seul, courbe en noir. Cette mortalité est multipliée par presque 2 en cas d'association et elle est liée surtout à des pathologies cardiovasculaires. Également, cette association expose à plus de mortalité et surtout de morbidité, excusez-moi, avec des conséquences surtout sur la qualité du sommeil des patients. Et ces patients, on sait tous que les patients BPCO, même en dehors de syndrome d'apnée de sommeil, ils ont une mauvaise qualité de sommeil. Le fait qu'il y ait un SOS associé, ça va augmenter cette perturbation de la qualité de sommeil. Et d'ailleurs, dans cette étude publiée en 2021 sur presque 200 patients BPCO faits au Canada et au Brésil, les patients, le risque d'avoir une altération de la qualité de sommeil en termes de durée totale du sommeil, en termes d'efficacité de sommeil et de profondeur de sommeil, l'index d'apnée-hypopnée élevé était un facteur majorant donc cette altération de la qualité de sommeil et donc altération de la qualité de vie des patients. Également, l'association va majorer le risque des conséquences métaboliques, dyslipidémie, diabète et des conséquences cardiovasculaires, d'hypertension, de cœur pulmonaire chronique ou de troubles du rythme, voire même d'insuffisance cardiaque. Et d'ailleurs, cette comorbidité majorée en cas d'overlap syndrome cardiovasculaire et métabolique résulte d'un mécanisme inflammatoire synergique de ces deux pathologies qui, tous les deux, passent via cette hypoxémie. Et on sait que chez les patients overlap, il y a une majoration de l'hypoxémie. On sait que chez les patients BPCO, il y a une hypoxémie au cours du sommeil. Chez les patients apnéiques, il y a une hypoxémie au cours du sommeil. Mais chez les patients overlap syndrome, cette hypoxémie sera majorée en termes de saturation moyenne nocturne et en termes de temps passé à une saturation inférieure à 90%. Cette majoration va être encore plus importante du fait que chez les patients au cours du sommeil, BPC au cours du sommeil, c'est l'anomalie du trouble ventilatoire perfusion va être majorée au cours du sommeil du fait de la position de décubitus dorsal. Également, il y a une diminution de la CRF chez les patients donc BPCO avec un collapsus donc alvéolaire au cours du sommeil, favorisé par l'effet de l'obésité et par le sommeil également. Et puis, il y a une réduction du tonus des muscles respiratoires au cours du sommeil. Tout ceci va entraîner une majoration donc de l'hypoxémie chez les patients overlap syndrome. Alors, pourquoi cette hypoxémie donc majorée va augmenter le risque de stress oxydatif et la libération des marqueurs inflammatoires, ce qui va entraîner une dysfonction endothéliale et une rigidité artérielle majorée, favorisant les maladies cardiovasculaires et métaboliques chez les patients BPCO associés à un syndrome d'apnée obstructive de sommeil. Alors, pourquoi c'est important cette désaturation nocturne à étudier, si vous voulez, chez les patients overlap syndrome? Parce que il a été démontré qu'il y a une corrélation étroite entre l'importance de la désaturation nocturne et le risque d'accident cardiovasculaire. Et dans cette étude que j'ai vue intéressante, bien qu'elle est relativement ancienne, mais quand même, elle a bien montré que chez les patients, vous voyez, BPCO avec une hypoventilation alvéolaire, le risque d'avoir des accidents vasculaires est beaucoup plus important que les patients ici BPCO seul ou bien qui ont tout simplement une hypoventilation sans BPCO et ce qui fait que ces patients, donc cette majoration du risque cardiovasculaire chez les patients overlap est largement liée à cette désaturation nocturne majorée en cas d'association. Alors, l'association également va avoir des conséquences sur la fonction respiratoire et les patients overlap par rapport aux apnéiques seuls ou bien BPCO seuls vont avoir un risque majoré d'hypoxémie, un temps passé ils vont avoir donc un pourcentage donc d'hypoxémie avec une PaO2 inférieure à 65 mg beaucoup plus fréquente en cas d'overlap syndrome. Également un risque supérieur d'hypercapnie et un risque supérieur d'hypertension pulmonaire
associés, puisqu'on a vu tout à l'heure d'ailleurs, aussi bien la BPCO, l'association BPCO avec SAOS expose donc le risque majoré d'hypertension pulmonaire, vu que ces deux pathologies partagent donc des mécanismes physiopathologiques communs. Et donc, chez les patients overlap syndrome, il y a donc cet effet synergique qui fait qu'il y a un risque supplémentaire de faire une hypertension pulmonaire, et d'où la règle devant toute obstruction bronchique qui n'explique pas cette hypertension pulmonaire, chercher un syndrome, une autre cause qui peut expliquer ça, notamment un syndrome d'apnée du sommeil. On va voir après comment on va dépister ce syndrome chez les patients BPCO. Alors, pour les conséquences de l'association BPCO hypertension pulmonaire, certes, il y a aussi un impact pronostique majeur lorsqu'il y a une hypertension pulmonaire survenant chez le patient atteint de BPCO, mais l'impact de ce pronostic est variable, le degré est variable selon le mécanisme de l'hypertension sous-jacent. Et dans cette étude publiée en 2012, vous voyez les patients qui ont une hypertension pulmonaire liée à des pathologies liées aux poumons, ils ont une survie donc moindre par rapport aux autres causes d'hypertension pulmonaire, avec une survie qui est de l'ordre de 4%. Et si on regarde le lot des hypertensions pulmonaires liées à des pathologies respiratoires, c'est-à-dire du groupe 3, vous voyez le patient BPCO, lorsque l'hypertension pulmonaire est associée à une BPCO, la survie, elle est de 41%, elle est supérieure à l'association, par exemple, pneumopathie infiltrante diffuse, hypertension pulmonaire, où la survie n'est que de 16%, alors qu'elle est moindre par rapport à l'hypertension pulmonaire lorsqu'elle est associée à des troubles respiratoires du sommeil isolés. L'impact pronostic de l'association hypertension pulmonaire chez les patients BPCO est directement corrélé à la sévérité de l'hypertension pulmonaire et également à la sévérité de l'obstruction bronchique, puisque les patients qui sont ici la courbe gris, les patients GOLD 3 et 4 ou bien qui ont une HTP sévère, ils ont la survie la plus faible. Il s'agit également d'un facteur aggravant la morbidité, puisque les patients BPCE, lorsqu'ils développent une hypertension pulmonaire, ils vont avoir plus de recours aux soins, plus d'hospitalisation, plus d'exacerbation et un pronostic donc plus mauvais, quelle que soit la sévérité de l'hypertension pulmonaire associée, même si elle n'est pas très importante. Sauf pour le risque du cœur pulmonaire chronique, il est majoré uniquement lorsqu'il y a une hypertension pulmonaire sévère. Donc, l'association BPCO avec SAOS ou bien une hypertension pulmonaire constitue un facteur aggravant majeur. C'est pour cela que dans les recommandations du Code de 2026, ces deux pathologies figurent parmi les comorbidités qui ont un impact qu'il faut rechercher vu leur impact sur le pronostic de la BPCO avec un impact qui est vraiment, qui constitue donc un facteur de risque indépendant de mauvais pronostics chez les patients BPCO, quelle que soit la sévérité de la BPCO. Et d'ailleurs, ces comorbidités doivent être donc recherchées et doivent être pris en charge en plus des autres cofacteurs, notamment la polypathologie ou bien les problèmes de mobilité ou bien les troubles mentaux également chez les sujets âgés. Le tout dans le cadre d'une approche syndromique afin d'avoir une prise en charge la plus optimale possible chez les patients BPCO. Et donc, le constat, on a une association qui a été démontrée comme dangereuse par un effet synergique de ces différentes pathologies. Toutefois, malgré le fardeau qui en résulte, ces pathologies restent silencieuses parce qu'ils sont souvent sous-diagnostiqués et donc ils sont sous-traités. Donc, il faut travailler, il faut s'acharner à dépister précocement ces pathologies, ces comorbidités associées pour éviter donc l'aggravation donc du pronostic du patient. Alors, pourquoi ce sous-diagnostic? Parce que dans la plupart des cas, ces trois pathologies ont des symptômes qui sont souvent intriqués. Et donc, les symptômes de l'apnée de sommeil ou bien de l'hypertension pulmonaire seront noyés dans la symptomatologie
du patient BPCO, à savoir la dyspnée, la fatigue, les troubles anxio-dépressifs ou même les troubles du sommeil chez les patients BPCO, même en dehors de SAOS associés, ils ont souvent une efficacité de sommeil, à latence d'endormissement et un pourcentage de sommeil REM qui sont pathologiques, comme ça a été démontré dans plusieurs études publiées. Et donc, la règle en cas de discordance entre les symptômes rapportés par le patient et le degré de l'obstruction bronchique, pensez à d'autres pathologies associées à des comorbidités pathologiques, notamment le syndrome d'apnée de sommeil et l'hypertension pulmonaire. Alors, comment on va les chercher? On va les chercher, et là, les choses sont plus claires dans les recommandations du Code de 2026, puisque on a maintenant un protocole qu'on peut suivre qui va faciliter la tâche du praticien à la recherche de ces comorbidités. À l'état initial, au moment du diagnostic, le dépistage de l'hypertension pulmonaire va être basé sur l'électrocardiogramme. Certes, on ne va pas faire des échographies pour tout le monde, mais on commence par des examens de dépistage qui sont l'électrocardiogramme et le dosage du NT-proBNP, puisqu'on sait que ces deux examens, lorsqu'ils sont normaux, le risque d'avoir une hypertension pulmonaire est peu probable. Également, le scanner thoracique réalisé au bilan initial chez le patient BPCO en évaluant le rapport du diamètre artère pulmonaire et aorte ascendante, s'il est supérieur à 1, serait en faveur, un critère en faveur d'une hypertension pulmonaire. Et si on a ces trois critères qui sont pathologiques, le malade va bénéficier d'une échographie cardiaque pour confirmer donc cette hypertension pulmonaire. Alors que pour le syndrome d'apnée de sommeil, certes, on ne va pas faire des polygraphies ou des polysomnos pour tout le monde, mais on va se baser sur des échelles qui ont une bonne sensibilité, une bonne spécificité, qui est l'échelle d'Epworth ou bien le Stop Bank, puisque lorsque ces deux échelles sont négatives, avec un Epworth inférieur à 11 ou bien Stop Bank c'est inférieur à 3, le risque d'avoir un syndrome d'apnée de sommeil est peu probable. Alors, une fois on a fait ce bilan initial et on n'a pas trouvé ces deux comorbidités, au cours du suivi du patient BPCO, il faut également rechercher ces comorbidités qui peuvent apparaître secondairement et on va les rechercher de façon annuelle, l'hypertension pulmonaire par les mêmes examens d'exploration et d'ailleurs dans le cadre du dépistage du cancer du poumon chez les patients BPCO, on profitera à l'évaluation du rapport diamètre AP sur aorte ascendante pour évaluer le risque d'une hypertension pulmonaire. Et pour la recherche du syndrome d'apnée de sommeil, celle-ci va être faite tous les 3 à 5 ans et non pas de façon annuelle comme le cas pour l'hypertension pulmonaire. Donc, le constat, on a une association dangereuse, un dépistage qui doit être fait systématiquement dans le cadre d'une approche syndromique, le tout afin de proposer chez ce patient une prise en charge combinée aussi bien de sa BPCO que de l'éventuelle comorbidité associée. Et d'ailleurs, dans les recommandations du Code, on insiste sur la prise en charge de ces comorbidités dans le bilan initial, mais également au cours du suivi du patient BPCO. Pourquoi c'est important à prendre en charge ces comorbidités? Parce que il y a un impact positif sur le pronostic du patient BPCO. Puisque, vous voyez l'étude que j'ai rapportée tout à l'heure, les patients BPCO avec syndrome d'apnée de sommeil et qui sont traités par CPAP, ils auront la même survie que les patients qui ont une BPCO seule. Certes, ce bénéfice ne peut être obtenu que par une bonne observance thérapeutique. Les malades qui utilisent moins de 4 heures leur CPAP ne peuvent pas, bien sûr, bénéficier de cet impact positif du traitement, donc de leur SAOS. Également, il y a une efficacité prouvée sur la morbidité qui est toujours corrélée à l'observance à la PPC et les patients overlap syndrome et traités par PPC avec une bonne observance vont avoir moins d'hospitalisation, moins d'exacerbations sévères et moins de recours aux urgences par rapport aux patients BPCO seuls. Et surtout, il y a un impact corrélé sur la diminution du coût des soins chez ces patients pris en charge pour leur
comorbidités. Donc, en prenant en charge ces comorbidités, on va également réduire le coût de soins de la prise en charge des patients BPCO. Alors, quel mode ventilatoire proposer chez les patients overlap syndrome? La ventilation par PPC reste le traitement de choix avec une efficacité également sur les perturbations gazométriques et également sur les perturbations spirométriques. Donc, dans les recommandations du GOLD, la CPAP constitue le traitement de choix, le mode ventilatoire de choix pour les patients apnéiques. Mais bien sûr, c'est des malades BPCO avec une hypoventilation qui peut être très importante. Il faut savoir qu'il y a des facteurs prédictifs d'échec de cette PPC. Et ainsi, les malades qui ont une hypercapnie diurne importante, ces patients la PPC peut échouer chez ces patients-là. De même, les patients qui ont un temps passé à une saturation inférieure à 90%, le fait qu'il y ait une augmentation du temps passé à une saturation inférieure à 90% de 1%, ceci augmente le risque d'échec de la PPC de 6%. Donc, chez ces patients-là, il faut les surveiller de près afin de switcher vers une ventilation double niveau de pression en cas d'échec de la PPC. Concernant la prise en charge de l'hypertension pulmonaire chez les patients atteints de BPCO, il n'y a pas de spécificité particulière. Si on est dans le groupe 1, ça va être le traitement spécifique. Si on est dans le groupe 4, c'est la prise en charge pluridisciplinaire classique. Si on est dans le groupe 3, et là, la prise en charge va, certes, l'oxygénothérapie, lorsqu'il est indiqué chez le patient BPCO, qui a en plus une hypertension pulmonaire, ça va permettre de stabiliser l'hypertension pulmonaire. Mais lorsque le patient BPCO présente une hypertension pulmonaire du groupe 2 ou bien du groupe 3, lorsque l'hypertension n'est pas sévère, il n'y a aucune indication au traitement spécifique de l'hypertension pulmonaire. Mais lorsqu'on a une hypertension pulmonaire sévère, ce qui est une situation heureusement qui n'est pas très fréquente, l'indication du traitement spécifique reste controversée. Ici, les recommandations ne sont pas fortes, mais dans le cadre du GOLD 2026, on suggère de proposer les inhibiteurs de phosphodiesterase type 5 dans le cadre des essais cliniques pour ces malades qui auront une HTP du groupe 2 ou 3 mais sévère, alors que les treprostinil inhalés, donc là, n'a pas les études qui sont actuellement disponibles n'ont pas montré d'efficacité et il n'est pas suggéré de les utiliser chez les patients BPCO avec hypertension pulmonaire pour le moment. Donc, en conclusion, le syndrome d'apnée, hypopnée obstructive du sommeil et l'hypertension pulmonaire sont deux comorbidités fréquentes chez les patients BPCO, mais ils restent malheureusement silencieuses du fait de leurs symptômes intriqués, donc négligés et par conséquent un diagnostic tardif. Leur association est dangereuse avec une aggravation réciproque des différentes pathologies, avec plus de symptômes, plus de risques cardiovasculaires, mauvaise qualité de vie et une mauvaise évolution, un mauvais pronostic, le tout du fait d'un effet synergique entre ces différentes pathologies, ces trois pathologies associées, qui est surtout un effet lié à cette majoration de l'hypoxémie nocturne et une inflammation systémique également majorée. D'où la découverte de cette association et c'est la découverte de cette association va nécessiter une prise en charge combinée de la BPCO et des comorbidités associées, une prise en charge personnalisée qui a montré une efficacité, d'où l'importance de les rechercher systématiquement dans le cadre d'une évaluation globale incluant de la personne BPCO, incluant ses comorbidités. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Sonia. Très intéressant, très bel exposé. On va, si vous voulez, ouvrir la discussion, mais j'avais peut-être une question à poser d'emblée à Sonia. Oui. Euh, que- Tu l'as montré sur une de tes premières diapositives. Quelle est la fréquence de l'overlap syndrome en Tunisie?
Enfin, ou à Tunis, disons. Oui, 10% dans l'étude qu'on a publiée en 10%, 2010, c'est ça. c'était Je n'étais 10% pas et sûr du chiffre. c'est relativement stable jusqu'à les études récentes. Voilà. Oui, non, parce que la question que je me pose, c'est, je me fais un petit peu l'avocat du diable, comme on dit. Est-ce que pour 10% des sujets, est-ce que ça vaut la peine de faire des examens? Oh, il n'y a pas que des examens compliqués, mais enfin, tu as parlé de scanner thoracique, tu as parlé de choses comme ça. Est-ce que ça vaut la peine de le faire? Ou la question formulée autrement, est-ce qu'en pratique, qu'est-ce que vous faites en pratique Alors face à une voilà. BPCO à Tunis? Voilà. Alors là, le chiffre de 10%, je le nuance un peu parce Mhm. qu'il y a toujours ce sous-diagnostic du syndrome d'apnée de sommeil et de la BPCO d'ailleurs, en D'accord. Tunisie, mais particulièrement du syndrome d'apnée de sommeil, que malgré tout, malgré que maintenant on a toute une société tunisienne de médecine de sommeil depuis une dizaine d'années maintenant, et malgré ça, ça reste une pathologie qui n'est pas très bien connue, du moins en première ligne Ok. en première ligne. Et donc là, je suis sûre que les chiffres, ils dépassent largement les 10%. Et d'ailleurs, dans le tableau précédent où j'ai mis la prévalence dans le monde, l'intervalle, il est très large déjà. Il y a des Mhm. études où on a des 9% de prévalence, d'autres 65% de prévalence. Mais en Tunisie particulièrement, il y a le problème de sous-diagnostic qui fait que je pense que, et je suis du fait de mon expérience, on est au-delà des 10% de l'association. Bien au-delà. D'accord. Voilà. Non, parce que pour ce qui Peut-être qu'il concerne... faut faire une étude dans la population générale plutôt que Mhm. des études ciblées en milieu hospitalier. Il faut Oui, peut-être dans la population générale. parce que pour dépister les apnées du sommeil avec l'échelle d'Epworth, je, je rappelle pour ceux qui ne sont pas pneumologues que c'est une échelle très simple à faire, à remplir. C'est simplement par l'interrogatoire et que ça demande 3 minutes. Donc tout le Ouais. monde peut le faire. Et par contre, pour l'hypertension pulmonaire, faire un ECG, c'est déjà un peu compliqué. Faire en plus, alors je ne parle pas de faire en plus un scanner thoracique ou je ne sais quoi. Là, ça devient assez... Et tout ça, finalement, alors j'ai bien compris que le chiffre de 10% est probablement sous-estimé, mais finalement pour un nombre de malades assez limité, c'est ça que je veux dire. Oui, mais le nombre, peut-être, il n'est pas, comme je t'avais dit, donc le chiffre qu'on a publié, c'était pas dans la population générale, mais je Oui, suis oui, sûre oui. qu'on est au-delà des 10%. Mais l'impact positif de la prise en charge des patients apnéiques associés à une BPCO est tellement important que vraiment ça mérite de les chercher par un D'accord. questionnaire. Comme tu as très bien dit, c'est 2 minutes, Manetta. C'est simple Oui, à poser et ça permet d'éviter donc d'aggraver la morbidité chez le patient BPCO. oui, Pour tout à l'hypertension fait. pulmonaire, alors faire un ECG, je pense que c'est pas si compliqué de ça, un ECG ou bien un dosage du NT-proBNP. Et puis, il y a dans beaucoup de pays, bon, c'est vrai en Tunisie, on vient de démarrer le dépistage dans le cadre du cancer du poumon, dans le cadre d'un projet pilote organisé par le Oui, ministère et dans l'hôpital où je travaille, déjà, on est un hôpital pilote. Mais en France, par exemple, je sais que vous faites donc régulièrement le dépistage du cancer du poumon et il faut profiter de ces scanners réalisés pour évaluer le risque donc d'une hypertension pulmonaire qui peut expliquer une discordance déjà des symptômes du patient par rapport à son degré d'obstruction bronchique. mhm. Voilà. Je signale simplement, Sonia, enfin tu le sais, en France, ce dépistage, ça débute et ça ne débute pas partout, hein. Faut pas croire qu'on fait du Donc ça dépistage. va. Donc je peux être contente qu'en Tunisie, déjà on démarre aussi, mais pas partout. Voilà, donc c'est Non, bien. on a mis 20 ans à démarrer, hein. Ah, Donc, ça va, donc ça va, tu me rassures. ouais. Voilà. Moi, j'ai peut-être une Alors, question. Est-ce que je peux poser une question? oui, Yves, bien sûr. J'ai peut-être une. D'abord, Sonia, tu peux arrêter le partage si tu veux, comme D'accord. ça, tu vas être capable de voir tout le monde. Allez, ça Euh, va, j'arrive à vous voir, hein. C'est Ah bon. bon, ben Et je d'accord. vois Mais en tout cas, l'écran mais tu même, peux j'ai le quand chat même devant moi. l'arrêter si tu veux, comme ça, Ah, d'accord, ok. chacun va Ok, être un petit peu plus grand. ok. OK, C'est parfait fait. comme ça. Voilà. Je me demandais, par rapport aux autres pays du Maghreb, comment se comporte la Tunisie en termes de statistiques de prévalence? Deux. De la De quelle BPCO? pathologie?
Ben, de celle dont tu as parlé, là, de la combinaison des deux. Par rapport aux autres pays, franchement, j'ai pas vu de publication sur la prévalence par rapport aux autres pays. Mais je sais que c'est aussi fréquent hein, dans les autres pays. Mais je sais que il y a au Maghreb, je ne sais pas s'il y a des collègues de l'Algérie ou bien du Maroc avec nous maintenant, mais je sais qu'ils ont le mode de prise en charge du traitement du syndrome d'apnée de sommeil n'est pas le même qu'en Tunisie. Nous, c'est pris en charge par la sécurité sociale. Donc, c'est plus simple pour nous de poser le diagnostic et de proposer un traitement pour les patients. Alors que pour les deux collègues, les collègues au Maroc et Algérie, je sais que pour le moment, c'est pas pris en charge par les sécurités et donc c'est à la charge des patients. Et c'est pour cela, nous, lors de nos rencontres scientifiques, on discute souvent de ce problème-là et certainement le diagnostic va être, en fait, cette pathologie va être sous-diagnostiquée puisqu'il n'y a pas derrière Ouais, je ça comprends. donc un traitement plus simple, plus facile à donner. Mais certes, mais selon mes discussions avec mes collègues, bien sûr, c'est une pathologie qui est fréquente et que le frein reste, c'est la prise en charge, mais eux aussi sont en train de travailler pour améliorer le remboursement de la prise en charge de leurs patients. Voilà. Merci, D'accord. Sonia. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Je regarde dans le chat. Non, je vois pas. Je vois des merci, bonne présentation. Parmi les gens avec nous, OK, il y a toujours la possibilité de le voir en replay. Étienne, est-ce que tu as d'autres commentaires? Non, 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 parce que c'était très complet. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé, Sonia. Merci beaucoup. Peut-être, moi, j'ai pas voulu dépasser beaucoup le temps. J'ai pas beaucoup parlé de les particularités, peut-être, de l'enregistrement polygraphique chez les patients SAOS et BPCO. Parce que là aussi, les malades BPCO, surtout lorsqu'ils sont au stade d'oxygène à domicile, lorsqu'ils vont faire la polygraphie, le fait qu'ils soient sous oxygène, ça peut sous-estimer l'index Oui, d'apnée-hypopnée. Et donc là, il faut être vigilant. Et pour les malades qui ont une saturation supérieure à 88%, on peut se permettre de faire l'enregistrement polygraphique sans oxygène afin Professeur, d'avoir une idée sur l'index d'apnée-hypopnée. Voilà, pour ne pas oui, sous-estimer le diagnostic. Voilà, et puis il y a, comme j'ai dit, donc l'interprétation aussi. Des fois, on est obligé de refaire l'enregistrement puisque c'est des malades qui sont souvent ils sont symptomatiques. Et d'ailleurs, le message que je voulais passer, toujours, lorsqu'on même si on pense à un syndrome d'apnée de sommeil sur le questionnaire et on va faire une polygraphie ou une polysonographie, s'éloigner de tout épisode d'exacerbation pour avoir donc une stabilité de patient et ne pas surestimer également l'index d'apnée-hypopnée. Sidibé, Tu as une question, Sidibé? Oui, c'est ça, je vois oui, la main levée. Vas-y, Sidibé. Oui. merci beaucoup. Je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a eu un travail pour établir la corrélation entre les BPCO et l'utilisation de la chicha? Ah, oui, bien oui. sûr. Alors, la chicha déjà, c'est du tabac. C'est l'équivalent d'un paquet et demi de cigarettes. D'accord? Lorsque quelqu'un prend une chicha, c'est comme il a pris un paquet et demi de cigarettes, chose qui n'est pas très bien compris par les gens parce que lorsqu'on pose des fois la question, on pose la question à un patient, est-ce que vous fumez? Il dit non. Est-ce que vous prenez la chicha? Il dit oui. Donc pour lui, c'est pas du tabac. D'accord? Et Donc le, un paquet et demi correspond à quoi? Une séance? Non. il a une chicha entière. Lorsqu'il prend une chicha entière, c'est l'équivalent à peu près d'un paquet et demi en termes d'intoxication CO. C'est-à-dire, ça dure combien de temps? Une heure et demie, 2 heures à peu près? Ah, je sais pas, mais ça dépend. Hein. Il y a des gens qui prennent des chiches à un quart d'heure, d'autres une demi-heure, ça dépend des gens. D'accord. Mais Ok. une heure, je pense, c'est beaucoup. Hein. À ma connaissance, il ne reste pas une heure quand même, ma chicha. Une D'accord. demi-heure maximum. Et, Maximum, ça. et ça correspond à un paquet et demi Un paquet et demi en termes d'intoxication au CO. au CO. D'accord. Et d'ailleurs, il y a le cancer lié à la chicha, la BPCO liée à la chicha, en plus du risque des maladies infectieuses, bien sûr, liées à la chicha, surtout si les gens donc, partagent une chicha ou bien si la personne qui prépare la chicha Oui.
Avec la tuberculose, en plus, on est un pays d'endémie, donc il y a un risque infectieux majoré. Mais par rapport à ta question, Sidi Bey, effectivement, la chicha, alors, j'ai pas de chiffres maintenant à ma tête, mais je sais qu'on a fait des travaux, bien sûr, la PPCE avec la chicha, et ça a été prouvé, bien sûr. De toute façon, c'est du tabac, donc Oui. voilà. Mais je pensais qu'on ne respirait pas la chicha, moi, mais d'après ce que Merci je beaucoup. comprends, on respire la fumée, c'est ça, hein? C'est ça. Ah, OK, Mais la fumée avec tout ce qui est comme composant. ouais, c'est ça. Mais je pensais qu'on la respirait pas. Je pensais juste que on Ah, la d'accord. prenait dans la bouche et puis après ça, on l'évacuait. Je pensais pas qu'on l'aspirait. Et c'est de la fumée En froide, effet. par contre. Ouais, Oui, ouais. c'est une fumée plus Mm. propre. Il n'y a pas de. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Ben, écoutez, je vais vous annoncer nos prochaines conférences. Encore mille merci, Sonia, pour ta conférence, toujours ta grande disponibilité et j'apprécie énormément. Avant de vous les donner, j'aimerais remercier nos amis de l'AUF qui nous supportent en acceptant de publier sur leur site nos visioconférences. Vous savez probablement que depuis maintenant un petit peu plus qu'un an, je pense, nous sommes réseau officiel de l'AUF. Donc, merci à nos amis de l'AUF de nous supporter. Notre prochain conférencier, je vous le dis tout de suite, ça va être une conférence extrêmement spéciale, je dirais très attendue. J'ai eu l'occasion de l'entendre et je vous avoue il est conférencier excellent puis provocateur. Donc, il s'agit de M. Romuald Sciorra. Et je vous donne le titre de sa conférence, Les universités américaines au cœur d'une guerre civile américaine. Et M. Sciarra est chercheur associé à l'IRIS. Qu'est-ce que c'est que l'IRIS? L'IRIS, c'est l'Institut français de relations internationales et stratégiques. Il est directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS. Il est à New York. Il est essayiste. Il est politicologue, excusez-moi, documentariste. C'est un spécialiste de l'ONU, des relations internationales et des États-Unis. Et il a, entre autres, publié plusieurs volumes. Et son dernier volume, 2025, L'Amérique éclatée, deux points, plongée au cœur d'une nation en déliquescence. Et j'ai cherché que voulait dire le terme déliquescence. Et au sens figuré, décrit la décomposition d'une société, d'une culture ou d'un régime politique. Donc, ça vous donne un petit peu l'ampleur du monsieur. Donc, il est co-auteur de plusieurs auteurs par l'Organisation nationale et d'un court essai sur l'Assemblée générale de l'ONU, publié tout récemment par Le Monde diplomatique. Si vous suivez les nouvelles en France, vous allez le voir souvent. Chez nous, au Québec, c'est France 24. Je ne sais pas quel est l'équivalent du poste en France, mais c'est TV France au Québec. Donc, c'est jeudi prochain, le 2 avril, et donc je vous invite à assister à sa conférence. Après ça, nous aurons un petit temps de pause et nous allons revenir le 30 avril avec une conférence d'un tout autre niveau, pas moindre intéressant, par Monsieur Frédéric Plamondon de l'Université du Québec à Montréal et qui va nous parler de l'intelligence artificielle et l'enseignement supérieur. Donc, vous allez voir que c'est tout un défi pour l'enseignement supérieur, l'enseignement à distance, comment tu gères l'intelligence artificielle à travers tout ça. Donc, c'est le jeudi 30 avril 2026. Alors voilà, sur ces quelques mots, je voudrais remercier encore Sonia. Merci à vous tous. Je vais cesser l'enregistrement immédiatement.